Merci Bruno Belin de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de la Vienne, rattaché au groupe Les Républicains. On va bien sûr parler des maires, les maires qui sont en première ligne. Évidemment, on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, la nuit a été calme dans le pays. Hier, on l'a vu, Elisabeth Borne a reçu les parlementaires à Matignon. Sa priorité, c'est d'assurer le retour à l'ordre républicain. A-t-elle dit, il est revenu, selon vous, cet ordre républicain? Les informations qu'on a de cette nuit ont tendance à le montrer, mais c'est essentiel. Et je crois qu'il faut saluer l'ensemble des services et de ceux qui ont contribué, services de l'État. J'ai vu dans le département où je suis élu, le corps préfectoral a été présent en permanence, les forces de sécurité, de gendarmerie en zone gendarmerie, les élus aussi ont été là dans les villes pour rassurer. J'ai vu à Châtellerault, à Poitiers bien évidemment, et puis saluer aussi la sollicitation permanente qui ont été celle des pompiers, qui ont répondu présent. Je crois que le fait d'avoir sur le terrain l'ensemble de ce dispositif a permis effectivement en 7 jours, même si c'est toujours 6 nuits de trop, ont permis d'un retour relativement au calme. Ce qui est très surprenant dans l'évolution, on a beaucoup comparé avec les manifestations, les émeutes de 2005, c'est voir qu'ont été saccagés, attaqués un certain nombre d'établissements dont ce n'étaient pas les établissements visés initialement en 2005. Je pense aux bureaux de poste, les mairies qui sont effectivement les symboles, les pharmacies. Et donc il y a cette évolution dans les saccages et il faut absolument que... voilà. Retour à l'ordre républicain, c'est le mot d'ordre général. Et donc, merci, un grand merci à toutes les forces de sécurité qui y contribuent. Et ce ne sont pas que des grandes villes et des banlieues qui ont été la cible de ces émeutes. Il y a eu aussi des villes moyennes, des petites villes. Comment l'expliquez-vous ? Alors ça, on le voit aussi sur tous les faits d'insécurité, notamment dans les commerces. Vous avez dans les grandes villes aujourd'hui beaucoup de systèmes de vidéosurveillance. Et il y a moins dans les villes intermédiaires. On a vu des villes de 4000 habitants, Tonnerre dans l'Yonne, Montargis dans le Loiret, qui sont des villes intermédiaires, qui ont été saccagées. Il y a aussi le fait, c'est un vrai sujet sur les réseaux sociaux qui appelle à une mobilisation des plus jeunes. Et ça, il faut les encadrer, ces réseaux sociaux, il faut prendre de nouvelles mesures. C'est forcément un sujet dans le débat qu'il y aura sur cette question, c'est forcément un sujet de la majorité numérique, du contrôle d'un certain nombre, les comptes anonymes. Il y a un certain nombre de réseaux qui fonctionnent sur des comptes anonymes, qui ont appelé à la manifestation. Vous avez vu, comme moi, que des interpellés ont 14, 13, 12 ans. À un moment donné, effectivement, il faut se poser ces questions-là. C'est une évolution de ces 15-20 dernières années et on a vu le résultat depuis 6 jours. Sur les mineurs, il faut se poser quelques questions. Il y en a à droite et au Rassemblement national qui disent qu'il faut supprimer l'excuse de minorité. C'est votre cas ? Pénalement, c'est un grand sujet. Alors j'entends aussi, on supprime les allocations familiales, ça fait 20 ans qu'on entend ça, je ne suis pas sûr que ça soit forcément le plus efficace. Et puis, il faudrait Éric Ciotti veut remettre le dossier sur la table. Pour vous, ce n'est pas une bonne idée ? Il faudrait prouver que les parents soient pénalement associés ou co-responsables de l'acte. Bon. Et puis on en revient toujours à la justice des mineurs, des moins de 15 ans. On a quand même un système depuis l'ordonnance de 45 en France qui est bien établi. Alors le remettre en question en fait sans doute partie, mais il faut se poser d'abord la première question, c'est retour à l'instruction civique. Enfin, je suis désolé, mais si on veut que les maires soient respectés, que les institutions soient respectées... c'est aussi la faillite de l'éducation nationale, ce qu'on voit ces derniers jours ? Moi, je pointe personne. On est dans un pays qui doit être fédéré, qui doit trouver ensemble les bonnes solutions. Je ne suis pas procureur ni juge, je ne pointerai personne. Par contre, il y a sans doute des choses à améliorer. Il y a un système, sans pointer des gens, il y a un système. Est-ce que l'éducation nationale a besoin de moyens ? L'éducation nationale a besoin de moyens. L'ensemble des forces de sécurité sur les territoires ont besoin de moyens. Alors, on arrive toujours après à la question des budgets, de qui paye, etc. Il y a des vrais choix à faire, mais nous devons nous poser la question de l'instruction civique. Vous savez, on ne voit plus personne au niveau enfant, on ne voit plus d'enfants dans les cérémonies patriotiques au monument aux morts. Il faut apprendre à respecter ça. Et donc, ces messages-là, ils doivent commencer à l'école. Après, il peut y avoir des sanctions administratives. Alors, on a bien vu hier, il y a eu des comparutions immédiates, il y a eu des prisons fermes de prononcer. Est-ce que la case prison est une bonne chose chez les mineurs ? Est-ce qu'il peut y avoir des
sanctions administratives, impossibilité de passer son permis de conduire. Donc pas forcément des sanctions pénales sévères. Pas forcément des sanctions pénales, pas forcément des sanctions financières, mais en tout cas des sanctions qui toucheraient le jeune. On va parler des maires, évidemment, qui sont en première ligne face à ces émeutes. Des rassemblements avaient lieu hier devant les mairies du pays. À midi, l'agression de la famille du maire de La Île-et-Rose, Vincent Jeanbrun, a montré une nouvelle fois que les maires étaient bien en première ligne face à ces événements. Sont-ils suffisamment protégés? Vous nous direz ce que vous en pensez dans quelques instants. Alex Poussard va faire pour nous le point sur les mesures déjà mises en place par l'État. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Bruno Belin. Et Alex, quelles sont les mesures que le gouvernement a d'ores et déjà mises en place pour protéger les élus face aux violences? Alors plusieurs mesures ont été inspirées par le Sénat ces dernières années. On peut remonter à la loi Engagement et Proximité de 2019 qui prévoyait déjà des mesures de protection des élus locaux face aux violences. Ce texte avait renforcé le pouvoir de police du maire et élargi la protection fonctionnelle de l'élu. C'est un système d'assurance spécifique qui est financé par la collectivité. Et puis en 2022, une loi proposée par la sénatrice du groupe RDSE, le groupe radical Nathalie Delattre, avait permis aux associations d'élus de se constituer partie civile en cas d'agression d'un élu dans le cadre de ses fonctions. Et après la démission du maire de Saint-Brévin, victime de violences et de pression de l'extrême droite, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de protection des élus. Oui, tout un paquet de mesures qui est dessiné par le gouvernement, avec d'abord la création d'un centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus. Ce centre était une demande des élus locaux. Il va permettre de mieux suivre ce type de violence, d'analyser le phénomène et puis de coordonner les forces de l'ordre sur le terrain. Ensuite, 3400 référents atteintes aux élus seront mobilisés dans les brigades de gendarmerie et les commissariats. Ils offriront un point de contact, de dialogue avec les élus locaux sur les violences et les menaces dont ils font l'objet. Le dispositif Alarme élu va être renforcé. Alors c'est très simple, quand un élu se sent menacé, il appelle le 17 et il fera tout de suite l'objet d'une vigilance renforcée de la part des policiers. Et puis les préfets devront analyser plus finement les différentes menaces qui pèsent sur les élus selon le principe une menace, une évaluation. Les forces de l'ordre devront aller davantage vers les élus locaux, notamment pour leur permettre de porter plainte là où ils le souhaitent. Et puis, enfin, le gouvernement veut aggraver les sanctions pénales en cas de violence sur un élu pour les aligner sur les peines en cas de violence sur un policier. Cela pourrait aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. C'est un durcissement des peines qui avait déjà été voté par le Sénat à l'automne dernier dans le projet de loi d'orientation du ministère de l'Intérieur. Mais cette mesure avait été retoquée par le Conseil constitutionnel car elle n'était pas dans le bon projet de loi. Bruno Belin, est-ce que selon vous la réponse du gouvernement ces dernières semaines, ces derniers mois pour protéger les élus est à la hauteur? C'est le même sujet que sur doit-il y avoir des dispositions pénales plus fortes sur les mineurs. On peut avoir effectivement envie de charger le code vis-à-vis des élus, mais ensuite il faut que les tribunaux appliquent. On a bien vu avec certains gardes des Sceaux, on entendait la chanson, pas de prison, voilà. Donc il faut, ça sert à rien de se dire on va se faire plaisir, on va mettre tant de mois de prison ferme, des sanctions, si derrière, effectivement, les tribunaux n'ont pas les moyens, et notamment les moyens de placement en détention, parce que c'est ça qui compte. Je vais vous prendre un exemple, parce que je pense à lui ce matin, évidemment. Pardon, je parle du département dont je suis élu, le maire de Saint-Segondin. Jean-Louis Bourriot. Et vendredi, il y a une quinzaine de jours, il s'est fait menacer à bout portant par arme à feu par un habitant de sa commune qui venait de se voir couper l'électricité. Bon, je ne suis pas là pour commenter les décisions de justice, je vous laisserai analyser vous-même. La condamnation a été 200 € d'amende et 120 heures de travail d'intérêt général. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Alors, les maires, ils ont besoin effectivement de dispositifs, ils ont besoin d'être... Moi, je n'ai jamais été menacé physiquement, mais je me rappelle avoir été engueulé, verbalement, sur une histoire d'impayé de cantine. Donc, il faut qu'on puisse effectivement résoudre les problèmes du quotidien sereinement. Les maires, ce sont les acteurs du quotidien. Un maire en milieu rural, il a tout qui lui tombe. Dès le matin, sur les poubelles ont été mal ramassées, la rue est bouchée, le chien à côté a aboyé toute la nuit, et le maire, il prend tout. Il est le coordonnateur de toutes les souffrances morales de ses habitants. Donc, c'est important qu'il ait des dispositifs juridiques. C'est évident que force est à la loi.
Mais il a besoin de ce lien quotidien. Moi, je vois toujours qu'est-ce qui marche chez nous. Le lien avec les sous-préfets, trouver en proximité les réponses à ses dossiers, à ses préoccupations, avec les services départementaux, les services de l'État. Voilà, il a besoin d'être rassuré. Je ne suis pas sûr qu'on mettrait un peloton de GIGN devant chaque mairie. Il y a 35 800 maires en France, 4 000 conseillers départementaux, 2 000 conseillers régionaux, 1 millier de parlementaires. Donc c'est quand même difficile d'envisager une protection absolue. Par contre, j'en reviens toujours, il faut absolument qu'on rabâche et une mairie c'est sacré, une école c'est sacré, la poste c'est sacré. Et je suis désolé, enfin, demain 5 du mois, où les bureaux de poste vont être hyper sollicités dans le retrait en espèces des minima sociaux. On a brûlé dans les quartiers populaires les postes. Il faut juste expliquer qu'ils sont du tort à eux-mêmes, quoi. Enfin, il y a de la pédagogie. Et puis, effectivement, après, est-ce qu'une fois que les dispositifs seront évalués, seront décidés, est-ce qu'on sera suivi? C'est pas forcément de la prison, c'est pas forcément d'amende, mais est-ce que toute atteinte à personne ayant autorité elle s'accompagne automatiquement d'une suspension du permis de conduire, du permis de chasser, des dispositions qui toucheront? Donc quand on vous écoute, on vous sent assez sceptique sur une solution unique de fermeté face à ces violences. Il y a le besoin vraiment d'accompagner les élus, de les écouter. Je suis élu, c'est comme le statut de l'élu, on en parle régulièrement. Donc une chose est sûre, je ne vous en reparlerai pas dans 30 ans, mais en tout cas, ça fait 30 ans que j'entends ce sujet-là. Donc effectivement, il est exacerbé aujourd'hui parce que ce qui s'est passé à l'Ailly-les-Roses est inadmissible. Inadmissible, une voiture chargée brûle qui fonce sur l'épouse, les enfants 5 ans et 7 ans. Enfin, vous imaginez bien qu'on se projette tous dans cette j'ai un petit garçon de 8 ans, évidemment, on est touché. Mais il faut impérativement qu'on fasse de la pédagogie, qu'on parle, qu'on se pose des questions. Pourquoi les 12-15 ans sont là? Est-ce qu'il y a besoin de nouvelles mesures? Emmanuel Macron reçoit les maires aujourd'hui, des maires agressés, plus de 200. Est-ce qu'il faut qu'il leur annonce de nouvelles mesures? Bien sûr, parole du président de la République. D'abord, je trouve que c'est très bien que le président de la République ait pleine conscience du problème. J'en ai jamais douté. Il reçoit les maires qui ont été impactés sans doute dans leur commune. Il va y avoir aussi une question très terre-à-terre des moyens financiers qui vont être mis. J'ai vu ce week-end dans les Yvelines, à côté de Montigny, Trappes, Bois d'Arcy. Il faut que l'État débloque un fonds pour vous. Tout le mobilier urbain qui a été cassé, brûlé. La question est essentielle. C'est à l'État de payer. Il faut que l'État débloque un fonds. Il faut toujours, en tout cas, vite remettre en ordre, parce que si on laisse les choses dégrader, on rentre dans la normalité, et la normalité, en la matière, ne sera jamais bonne. Est-ce que vous craignez une crise des vocations, Bruno Belin, avec toutes ces violences qui s'abattent sur nos élus? Depuis plusieurs semaines, comme je le fais régulièrement, vous l'imaginez bien, et puis comme le font tous mes collègues sénateurs, je rencontre les maires. On voit que déjà certains disent non, on ne représentera pas. C'est souvent le cas à mi-mandat. Est-ce qu'ils sont inquiets pour leur sécurité ou parce que... L'exercice est difficile. L'exercice est difficile. Donc, ils ont traversé un premier parti de mandat, Covid, pandémie, masque, je ne vous la refais pas, vous connaissez. Qu'est-ce qu'il a besoin d'un maire aujourd'hui? De se projeter, de mener des projets. Il voit bien que c'est compliqué aussi budgétairement, à tout niveau. Donc, le soutenir, c'est effectivement lui permettre d'aller dans sa projection de ce qu'il imagine pour sa collectivité. Mais par contre, ce qu'on entend déjà, on aura du mal à être 15. J'ai beaucoup de mon équipe, parce que c'est aussi dur pour le reste de l'équipe. Parce que les conseils municipaux auxquels on demande d'être présents bénévolement pour pallier parfois les carences du monde associatif ou les carences d'engagement, ils sont là eux aussi. Est-ce qu'il faut abaisser le nombre de conseils municipaux dans les petites communes? Parce que 15, c'est difficile à trouver, vous le dites. Oui, et puis les communes... Il faut abaisser le chiffre? Peut-être qu'il faut venir à 13 comme ça a été précédemment. Peut-être qu'il faut laisser les communes rurales à 7, 9... Pas choisir, il faut quand même que ce soit encadré. Non, mais il faut des règles. Mais ça sera difficile de trouver des vocations. On en revient toujours aux questions après du statut de l'élu, des indemnités. Je vois bien, j'ai entendu dans les mesures quand même à la charge des communes. Donc on en revient. Vous savez, on prend le sujet des indemnités parce que c'est un sujet très clair ou
ce sont les budgets communaux qui payent. Donc les élus ont parfois de la réticence à se prémunir d'une dépense qui est prise sur le budget. Et là, dans les dispositifs, attaquer en justice, saisir un avocat, c'est la commune qui va payer. Donc il va falloir quand même trouver des moyens en lien avec l'État qui n'est pas plus riche. On le sait très bien, mais il va falloir quand même trouver des moyens d'assurer cette protection. En tout cas, il doit y avoir des messages qui doivent passer. Il doit y avoir aussi une surveillance des réseaux sociaux. On voit très bien que l'évolution des réseaux sociaux a une forte responsabilité dans ce qui s'est passé. Ça a été dit à multiples... Et que les appels à la haine, que les appels aux émeutes soient clairement poursuivis. Mais je n'ai pas d'instruction à donner au procureur de la République. Est-ce que la situation qu'on connaît ces derniers jours va faire prospérer le Rassemblement national dans les zones rurales pour vous? C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Le milieu rural, pour lequel j'ai une affection particulière, j'y vis depuis plus de 30 ans, ils se sentent blessés avec des fois le sentiment d'être oubliés. On ferme des classes, il n'y a pas de transport en commun, on est isolé, on ne se fait pas entendre. Vous n'entendez jamais des émeutes du milieu rural ou des saccages, parce qu'on respecte un certain nombre de choses, mais il y a ce sentiment d'oubli qui fait que le message peut être favorable au Rassemblement national. Et c'est là où tous ceux qui ont à cœur la République qu'on aime doivent se mobiliser pour expliquer, être entendus. Moi, je me bats, et je continuerai à chaque fois que je pourrai, tant que j'aurai un mandat, les fermetures de classes. Et on ne peut pas demander au territoire. Alors, il y a eu un plan ruralité d'annoncé par la Première ministre qui est venue à Saulgé. Moi, j'ai hâte de voir comment... qui a été annoncé chez vous, hein. Oui, à Saulgé, il y a une quinzaine de jours. J'ai hâte de voir comment ça va apporter ses fruits. Parce qu'il faut que les services publics, les services de l'État, que les collectivités présentes en milieu rural aient les moyens de leurs actions pour justement montrer que la République est toujours gagnante. Merci Alex, à tout à l'heure. Oui, on parlera des besoins de main-d'œuvre dans le secteur du tourisme. Exactement, ce sera à suivre dans le club. On va continuer à voir l'actualité dans nos régions. On va à Orléans retrouver Éric Richard de la Nouvelle République. Bonjour Éric, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler médicaments avec vous Éric, puisqu'en Centre Val-de-Loire, votre journal s'intéresse notamment à la relocalisation de la fabrication de médicaments qui concerne de près l'activité économique de votre région. Et vous allez nous en parler avant de poser une question à Bruno Belin. Oui, on parle en effet de souveraineté sanitaire. C'est un enjeu au moins aussi stratégique que la souveraineté alimentaire. Comme pour cette dernière, vous en souvenez, les dérives de notre économie mondialisée ont sauté aux yeux lors de la crise du Covid en 2020. Ainsi, notre pays dispose bien d'un solide tissu industriel dans le domaine de la santé. Plus de 3000 entreprises dans le domaine notamment de la recherche, des produits de santé. Mais du côté de la filière productive, eh bien c'est là que le bas blesse, puisque près de 80% des principes actifs pharmaceutiques que nous utilisons en France sont produits hors de l'Union européenne, essentiellement en Inde et en Chine. D'où la mise en marche de cette reconquête sanitaire annoncée par le président Emmanuel Macron à la mi-juin. D'une part, un plan innovation santé qui vise le développement de médicaments innovants, mais aussi un plan de relocalisation de la production pour éviter les pénuries et ainsi renforcer la sécurité sanitaire. Le ministère de la Santé élabore pour cela une liste de médicaments essentiels sur lesquels les efforts de relocalisation seront prioritaires. Alors il y aura le paracétamol bien sûr, mais aussi certains antibiotiques, des anticancéreux ou encore des médicaments nécessaires dans le traitement des maladies chroniques. Le Centre Val-de-Loire, vous l'avez dit, est intéressé au premier chef puisque la région produit à ce jour plus de la moitié des médicaments français et dispose d'importants outils et laboratoires de production. Déjà, c'est la bonne nouvelle, les premiers projets de relocalisation se concrétisent. Et je me tourne donc vers Bruno Belin. Bonjour Bruno Belin tout d'abord. Alors, avec votre regard de sénateur, bien sûr, mais aussi avec votre expertise de professionnel, puisque vous êtes un pharmacien, bien, tout simplement, que pensez-vous de ce plan de relocalisation ? Il semblerait que déjà, et bien au-delà de 2030, on parle d'un projet dans le temps long, voire dans le temps très long. C'est un sujet essentiel, puisqu'on a bien vu depuis 3-4 ans que toute la politique de santé était peut-être pas à la hauteur de ce qui pouvait arriver. Alors, pardon de prendre du temps, mais
j'ai déjà eu l'occasion, et à chaque fois qu'on a changé de ministre de la Santé, et la dernière fois, j'ai posé la même question à François Braun, il faut effectivement une grande politique de santé en France, une grande loi santé qui réforme un certain nombre de choses et qui évoque tout du début à la fin de la chaîne. Parce qu'on est loin aujourd'hui de l'accès facile à la santé. Alors, sur la partie industrielle, il faut comprendre que effectivement la plupart des principes actifs ont été cédés à un certain nombre de pays. On sait la Chine, l'Inde, l'Égypte. On pense à certains médicaments qui ont manqué. J'ai alerté sur la pénurie de médicaments lors d'une QAG ou d'une question au gouvernement. La France est à sec 6 mois avant qu'on voit effectivement des ruptures de paracétamol ou d'amoxicilline dans les pharmacies. Donc on a un problème de production, tout simplement aussi parce qu'on a plus voulu en France d'usines de produits chimiques. Ça s'appelle Céveso au haut niveau, ça s'appelle AZF pour ceux qui se souviennent du 22 septembre 2001 à Toulouse. Et donc on a délocalisé cette production. Et donc à partir du moment où on a délocalisé la production, on a donné à des pays autres le moyen d'avoir le contrôle de la vente des principes actifs. Et donc après, c'est la question du prix du médicament. Quand vous avez un principe actif dans un médicament qui est vendu à 2 € en France ou qui est vendu à 5 ou 6 € aux États-Unis, à qui vous croyez que le détenteur du principe actif va le vendre? Donc il y a cette question du prix du médicament qui est essentielle parce que depuis 40 ans, on s'est gouré en France, mais il faut comprendre qu'on s'est dit avec moins de médecins, on fera moins de dépenses d'assurance maladie, avec des médicaments pas chers, on fera moins de dépenses d'assurance maladie, sauf que le prix du médicament, qu'est-ce qu'il génère? Il génère évidemment la recherche. Si on ne fait pas la recherche, on ne soignera pas nos enfants dans 15 ou 20 ans. Si on n'a pas un prix du médicament suffisamment à la hauteur, on ne finance pas la répartition. La répartition, c'est ces sociétés qui permettent aux pharmacies d'être livrées tous les jours dans toute la France. Et donc, c'est cet ensemble de choses qu'il faut revoir, y compris, puisqu'on parle du médicament, la formation, l'incitation. Moi, un jeune viendrait me voir aujourd'hui, je veux être pharmacien, je ne sais pas comment lui expliquer. Déjà que Parcoursup, c'est terrible. Et on a inventé l'ALAS, on a inventé le PACES. Ma génération, on allait s'inscrire à la faculté, on passait le concours, on passait à l'internat, et puis on s'installait en fonction des possibilités. Là, aujourd'hui, on venait à peu près sur 1 millier de postes de pharmaciens qui manquent. On pense qu'à la fin de la décennie, il en manquera 6 à 7 000. On a inventé en France les déserts médicaux. On va inventer les déserts pharmaceutiques. Merci Eric, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une de la Nouvelle République. Et vive la Nouvelle République. Évidemment, et on en parlait. Réunis pour dire stop aux violences urbaines. C'est à la une de votre journal avec évidemment ces maires qui se sont rassemblés hier devant les mairies de France. Merci Éric Richard. Un mot, puisque les vacances approchent et les Français vont être nombreux à prendre l'autoroute. Bruno Belin, vous avez évidemment travaillé sur les routes départementales sont bonnes aussi pour... Mais oui, mais il n'y a pas de péage. Elles sont moins taxées. J'imagine que vous encouragez les Français à les prendre, mais en attendant, pour les Français qui vont prendre l'autoroute, est-ce qu'il faut taxer les sociétés d'autoroute? Est-ce qu'elles font trop de profit, selon vous? Il faut. Alors, nous les avons auditionnés. J'ai fait partie des sénateurs qui ont auditionné les concessionnaires d'autoroutes. On a eu 5 réunions sur ce sujet-là, en commission de l'aménagement du territoire. Bon, c'est un vrai sujet, parce qu'on voit bien que certains sont contents de garder effectivement des contrats longs, qu'ils justifient la hausse des tarifs. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire. Les tarifs sont trop chers, on le sait. Parce que les sociétés se rémunèrent aussi sur toute une série de choses. Il n'y a pas que le péage. Quand vous rentrez dans une station-service, l'essence est plus chère. Quand vous allez faire une consommation dans ces aires de repos, le coût est surélevé. Donc, il faut qu'il y ait effectivement un droit de regard sur ces contrôles, ces concessions. C'est le rôle du Parlement et c'est ce que nous avons fait. Et vous encouragez les Français à prendre les routes départementales. Et à voyager dans notre pays qui est merveilleux. Merci Bruno Belin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on va parler de l'impact des émeutes sur la saison touristique. Est-ce qu'il y a des annulations? Quel coût pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie-restauration notamment? On verra ça dans quelques instants. D'abord, on va continuer à parler évidemment de ces émeutes et des conséquences pour les élus locaux. C'est la ministre Dominique Faure qui nous rejoint.